En fait, on a remarqué sur le moment où les gens donnent leurs coordonnées que plus on les contacte rapidement, plus on a de chances de les closer sur un appel. Ils sont chauds, quoi. Elles sont dans la hype de se dire ok, c'est quoi la méthode, je viens de voir la vidéo, c'est un truc de fou, j'ai envie d'en savoir plus. Si t'attends 3 semaines, la personne elle s'en fout, elle est passée à autre chose. Elle passe au... Exactement. Le client en face, il attend un professionnalisme de toi. Et donc, quand tu lui parles, tu peux pas être hésitant, lui dire « Ok, alors, est-ce que tu sais ce que c'est, une VSL, tout ça ?» Tu peux pas. Parce qu'en fait, il va te dire « C'est quoi ce blaireau ?» Bien sûr que je sais ce que c'est une VSL. Donc, en fait... Et là, comment tu peux vendre ça, du coup? À la prestation, au nombre de conversations engagées? Comment tu gagnes ton business? Ça, c'est une très bonne question. Le modèle de pricing qu'on a mis en place, pour l'instant, on est sur un... T'as réussi à toucher à tout et à t'intéresser surtout à tout, quoi. Et la partie marketing, et la partie technique, et la partie opérationnelle, quoi. Salut à tous, on se retrouve. Elle a l'air super cette intro. Un peu pourri mon intro, j'avoue, à chaque fois. Ouais, au fur et à mesure, on s'améliore. Hein. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui avec Louis-Edouard. Ravi de t'avoir. On va parler IA, on va parler automatisation, on va parler business en ligne. Ça va être trop cool. Chaque semaine, donc, on partage notre aventure entrepreneuriale avec Jérémy sur comment développer notre cabinet d'expertise comptable, notre cabinet fiscal et un peu tous les business qu'on essaie de développer parce qu'on est multi-entrepreneurs. Et toutes les 2 semaines, on invite un invité en fait pour comprendre un peu lui son business, pour parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'acquisition client. Et là, on a eu la chance de rencontrer Louis-Edouard, qui est une agence sur l'IA et sur l'automatisation. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'inviter dans notre podcast. On l'a rencontré, en fait, il a tourné des vidéos dans notre studio de podcast. On a un studio de podcast dans le sud de la France, à côté de Nice. Et donc, voilà, c'était l'occasion de se revoir encore une fois et pouvoir échanger en vidéo, parce qu'on a pas mal échangé, du coup, hors caméra. Et donc là, ça serait de faire la même chose, mais devant la caméra. Exactement, je te remercie Kevin pour l'invitation déjà aujourd'hui, c'était super de recevoir ton message et comme j'ai discuté avec vous, ce studio de podcast là, je le trouve vraiment très très bon et j'avais vraiment apprécié la première expérience que j'avais pu avoir avec vous, le premier contact, en l'occurrence avec toi Kevin, pas avec toi Jérémy parce qu'on s'est rencontrés aujourd'hui et du coup parler business, parler automatisation et IA, on a déjà beaucoup trop parlé hors podcast. Donc, franchement, je suis très content d'être là. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu veux un peu te présenter quand même Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai. Du coup, je m'appelle Louis-Edouard Le Rebourg, j'ai 24 ans et je suis à la tête de Neo AI, qui est une entreprise, une agence d'automatisation et d'intelligence artificielle. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on aide les entrepreneurs en ligne à optimiser leur business en simplifiant toutes les tâches, en les automatisant, donc que ce soit avec du Make ou avec du Zapier, donc des logiciels d'automatisation, pour les aider à se concentrer sur leur cœur de métier et à générer plus de leads. Okay. Ça fait combien de temps que tu as l'agence ? Alors, en fait, t'es hyper jeune, 24 ans, t'es hyper jeune. Je suis effectivement très jeune. On me le rappelle assez souvent. Je trouve que c'est trop bien de monter son business à 24 ans. Je sais pas, tu te rappelles quand tu avais 24 ans Moi, j'ai commencé à 25 ans, moi. Mes restos, j'avais 25 ans. Ah ouais ? Alors moi, j'ai commencé bien plus tard, à 24 ans. 24 ans, moi, j'étais en Martinique, je crois. 24 ans. Je faisais... Tu sais, en Martinique ? Moi, je pense que... Je sais pas à quel âge on a travaillé chez Sushi, tout ça. C'était plus vers 21 ans, 22 ans. 24 ans, moi je faisais pas grand chose, je pense, de ma vie où je pense que je devais commencer à être salarié, payé au SMIC, commercial, tu vois. Donc, donc c'est hyper cool de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps tu m'as dit du coup ? Alors, que j'ai commencé à travailler ou que j'ai lancé l'agence ? Parce que c'est monté ta boîte. Alors que j'ai monté ma boîte, en fin d'année dernière et j'ai commencé vraiment à travailler dessus. En fait, avant, c'était tout ce qui était légal, toute la partie un peu chiante. Et là, tout ce qui est vraiment développement marketing, c'est à partir de janvier où je me suis lancé à fond. Donc, ça fait rien. Hein, ça va faire 9 mois là, où on est vraiment focus sur créer une offre, récupérer des clients, créer des partenariats, faire du contenu, un petit peu tout cet écosystème-là qui me plaît, plutôt que la partie un peu légale qui est nécessaire, mais un peu plus contraignante, on va dire. Ça, c'est génial, on va pouvoir parler acquisition client, c'est le même principe que ce qu'on est en train de faire, du coup. Du coup, comment tu t'es dit, tiens, j'ai trouvé mes clients ?
vers qui je vais baser mon offre, vers qui je vais me tourner, comment je leur parle. En plus, tu as fait une école de commerce, tu m'as dit. J'ai fait une école de commerce. T'as fait quoi comme école? J'étais à l'EDEC à Nice. Ok. C'est pas ce qui m'a aidé à avoir des clients. Soyons clairs là-dessus. Moi, j'ai eu une énorme chance de pouvoir rencontrer Vedank, qui est mon ancien directeur d'agence, qui est le CEO de l'agence Digital Brothers. C'est une agence de marketing qui est spécialisée sur l'acquisition client des infopreneurs, coach consultants, thérapeutes en ligne et formateurs. Et en fait, alors pour reprendre un petit peu le parcours dès le départ, j'ai commencé avec de l'e-commerce, plus précisément le dropshipping. Donc, c'est un peu le modèle. Fait du dropshipping. J'ai fait un petit peu de dropshipping pour commencer. Tu t'es formé tout seul ou tu as pris une formation, genre la formation Yomi ou quoi ou Non. T'as fait tout seul, J'ai vraiment voulu travailler de zéro. J'ai voulu tout tester parce que je ne voulais pas partir avec des connaissances préconçu, on va dire. Je voulais vraiment me dire, OK, j'ai testé ça, ça marche pas, donc il faut tester ça, ça et ça. Et je voulais voir à quel niveau est-ce que j'atteignais mes limites pour ensuite voir quel accompagnement était nécessaire. Je trouvais pas ça pertinent de démarrer un truc en me faisant accompagner. J'avais besoin de faire ce test-là. T'as vendu quoi comme produit? Alors, c'était des coussins orthopédiques. Ok. Et étonnamment, alors je ne suis pas la cible, mais étonnamment, ça a très très bien marché. Ouais, c'est un produit ça marche hyper qui bien. marchait très bien. D'ailleurs, j'en ai récupéré pas mal pour ma famille, pour ma grand-mère, tout ça. Et c'est un produit qui était vraiment bon. Et du coup, tu as trouvé un fournisseur genre sur AliExpress ou un truc comme ça. Tu as monté un Shopify. Ouais. Tu faisais la publicité sur Meta et ça se vendait. Exactement. Et en fait, c'est sur cette publicité Meta-là où j'ai pu vraiment me former aux ads et à la dépense en fait d'avoir un budget pub. C'est la première fois que je faisais de la pub, donc de créer tous tes visuels, de faire ton montage vidéo pour ta pub et à partir de là en fait de tester, de faire du test sur quelles sont les audiences qui performent, quelles sont les audiences qui ne performent pas, pourquoi ta créa elle fonctionne ou pas, de chercher justement sur YouTube les meilleures techniques. Bon, à l'époque, c'était plus on avait des stratégies de développement avec en ABO ou en CBO selon la campagne, machin. Enfin, bref, on avait pas mal de trucs techniques. Maintenant, c'est beaucoup plus sur la créa. Et ça m'a donné vraiment un mindset totalement différent entre moi qui sortais, enfin moi j'étais encore en études à ce moment-là, mais le moi étudiant, on va dire, et le moi qui se voulait entrepreneur, parce qu'en fait tu te dis, je peux faire de l'argent en ligne. Et quand tu reçois ta première vente, moi de toute façon j'ai filmé ma réaction, quand tu es là et que tu vois quelqu'un que tu connais pas qui te donne 25 € parce que tu lui as vendu un produit, tu te dis waouh, ça c'est génial. C'est fou. Quand tu reçois la notification Shopify avec le petit bruit là, ting, c'est génial. Exactement. Ça c'est un. Ça ils ont bien trouvé Shopify là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez addictif. Ouais, exactement. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant, je sais pas, je dirais 8-9 mois. Donc c'était assez court, mais très intense parce que du coup il y avait du budget qui sortait, du budget qui rentrait. Tu as fait ça en entreprise, du coup, tu as créé une boîte ou tu faisais ça comme exactement. Okay. J'avais monté la structure et en fait j'ai lancé ça quand j'étais en Erasmus en Angleterre. Plutôt que de me concentrer sur les cours, je me suis dit, hop, en plus c'était la période de confinement, donc c'est le moment, on peut pas sortir, j'ai rien d'autre à faire, hop, on se lance, on crée l'entreprise et on va commencer à travailler, on va commencer à tester des trucs. Et en fait, ça m'a plu. Et quand je suis rentré, j'avais réussi à atteindre les limites que je voulais atteindre. Donc en fait, je me suis dit, OK, sur cette partie ads, j'ai un problème parce que j'arrive plus à convertir comme je convertissais avant, mais je sais pas pourquoi. C'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'un accompagnement. Et en fait, je suivais un gros YouTuber à l'époque qui s'appelait Ecom King, qui faisait plein de vidéos sur le dropshipping, sur l'e-commerce, et qui proposait un programme d'accompagnement. Donc, j'ai pris un appel avec un des membres de son équipe, sachant que lui, à la base, c'est un Anglais. Et j'ai eu un appel avec cette personne-là en face qui parle et qui a un accent un peu français. Donc, en fait, au bout de 1 minute d'appel, je dis, mais attends, tu parles français toi. Il me dit, bah oui, je suis belge. Et en fait, j'ai pu sympathiser avec lui. Donc, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre son accompagnement, parce qu'en fait, l'accompagnement, son mentorat, c'était un programme d'1 mois sur lequel il te fournissait toutes les ressources qu'il fallait pour que tu développes ton business, mais c'était 2 000 €. Et moi, à ce moment-là, en fait, en tant qu'étudiant,
Je me dis, bon, après, ton business est tourné quand même un petit peu. Donc, oui. Tu faisais combien de CA? C'est quoi alors, ça fait... ton plafond de verre? Là-dessus, je sais plus, je crois qu'on était à 15 000 euros. Ok. On était à 15 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Mais ça restait, en fait, cet investissement-là restait quand même une grosse somme. Tu vois, pour moi, où je me suis dit, c'est le premier vrai accompagnement à un mec que je connais pas. Parce que je l'ai vu en appel pendant 30 minutes. Et puis là, il me demande 2 000 euros. Et là, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'aurais pas dû l'appeler, celui-là. Voilà. Il a l'air très sympa. Mais... Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, si lui a réussi à me convaincre de lui donner 2 000 euros, c'est impossible qu'il n'arrive pas à m'apprendre à convaincre d'autres gens de me donner 25 euros. C'était le prix de mon produit. Oh, c'est pas bête pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, en fait, c'est logique. Moi, je me considère pas bête, tu vois. Je me suis dit, je suis prêt à lui lâcher 2000 balles. Oui, est-ce que je vais pas arriver à apprendre au moins un truc sur comment faire payer quelqu'un 25 euros? Comment ça s'est passé l'accompagnement du coup? L'accompagnement, c'était top. Moi, de toute façon, je lui avais dit, je suis pas là pour rigoler, je vais te poser 8 milliards de questions. Donc, à chaque appel, moi, je lui ai dit, OK, là, je veux qu'on voit justement Google Ads, qu'on voit en détail comment fonctionne Google Ads. Là, Meta Ads, enfin, à l'époque, Facebook Ads. Comment est-ce qu'on peut développer? Pourquoi j'ai un problème là-dessus? Les campagnes de retargeting, comment est-ce qu'on peut les organiser, machin. Après, sur toute la partie légale, est-ce que tu crées une LLC aux États-Unis pour machin? La partie approvisionnement, est-ce que tu passes quand tu veux vraiment parce que développer? Le mec à la fin il a dit c'est bon, je te rends 2 000 euros, laisse-moi tranquille. Non, mais moi j'ai vraiment voulu le creuser au maximum, cet accompagnement, et ça a bien payé parce qu'en fait je me suis ultra bien entendu avec lui et il m'a dit en début d'année prochaine, donc c'était en début 2022, je vais lancer à fond mon agence de marketing et j'aurais besoin de mecs un peu comme toi pour venir m'aider à la développer. Et moi je lui dis écoute, ok, on reste en contact. Et j'avais continué moi à travailler un peu j'avais mis en pause le drop parce que j'avais repris les études et j'arrivais plus à gérer les deux et je voulais relancer justement en début d'année 2022. Donc j'étais prêt, j'allais relancer et là je reçois le message sur WhatsApp de Vedank qui me dit est-ce que tu es dispo pour venir travailler avec moi? Je lui ai dit, vas-y, let's go. Et on a commencé à travailler ensemble. Et là, ça a été vraiment un gros changement entre moi tout seul. Et là, je rentre dans une structure de start-up qui va très vite, sur lesquelles on est en contact avec des clients qui payent plusieurs milliers d'euros pour être accompagnés sur des sujets publicitaires. Donc, en fait, tu es obligé de monter en compétence. Tu es obligé de te dire, OK, là, j'ai quelqu'un en face de moi, je l'en appelle dans 30 minutes. Si je ne sais pas de quoi je vais parler avec lui, je vais passer pour un con, déjà. Et en plus de ça, le client va se barrer. Oui, il faut bien délivrer le service au bout d'un moment. Donc, effectivement, il faut être compétent et il faut se former, quoi. Et toi, t'étais coach? Alors, moi, j'ai commencé en tant que média buyer, donc c'est-à-dire que je gérais les publicités des clients et je faisais aussi la partie CSM, donc Customer Success Manager, où justement, je m'occupais d'échanger avec les clients, de leur faire des feedbacks sur les performances, de les conseiller sur « Ok, on a fait ça comme stratégie, maintenant, il faudrait qu'on teste ça, tel visuel, est-ce que tu peux le faire, machin ?» et d'avoir en fait du reporting régulier sur l'acquisition des clients. Et, c'est un peu comme Kudak, quoi. Alors oui, sauf que nous, on est focalisé, enfin nous, je dis nous, on était focalisé sur les infopreneurs. Kudak, eux, sont vraiment sur la partie e-commerce. Ils accompagnent exclusivement les e-commerçants, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on est sur le même domaine de travail, mais on n'est pas sur la même niche. Vous avez travaillé avec qui comme un infopreneur Alors Digital Brothers, ils ont des gros clients. Ils ont pu bosser avec des Joël Bilodeau qui est au Canada, enfin Québec. C'est un des gros infopreneurs, avec du Alec Henry aussi, des Julien Musy, des Joanne Caroline pour Lyonnaise Closing, une grosse école de closing en France. En fait, c'est sur leur page où ils ont la plupart des témoignages qui sont affichés, mais tous les gros infopreneurs en fait français, ils sont passés par là. Et en fait, donc là, le job de cette agence, c'est de mettre en place toute la partie acquisition client, c'est ça? Donc, tout le marketing avec des tunnels de vente, avec des publicités vidéo, avec des VSL, avec des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Jusqu'au closing. Jusqu'au closing, ouais. Alors, jusqu'au closing, d'ailleurs, je
je ne sais pas s'ils le font toujours cette partie-là, mais ils pouvaient proposer de placer des closers dans la boîte pour qu'eux gèrent également la partie closing. Mais c'est exactement ce que tu as dit, donc ça passe par l'acquisition complète donc, de la publicité, donc là, le script des ads, le script de l'ad copy, justement, de la publicité. On va avoir le script de la VSL, la création du tunnel en lui-même, les séquences email pour faire du follow-up. Donc, on a vraiment l'intégralité du process d'acquisition en ligne qui est géré par l'agence. Ok, et donc toi, ton job, c'était sur la partie publicité. Donc, Moi, j'ai tout fait. t'as fait Moi, tout moi, le j'ai process. tout fait. J'ai Ok. tout fait parce que, comme je t'ai dit, j'ai commencé en tant que média buyer, mais je voulais monter. Je voulais monter en compétences, je voulais monter en responsabilité. Vedank l'a bien vu, de toute façon. J'étais quelqu'un de motivé, ultra dynamique sur ça, parce que c'est un truc qui me plaisait vraiment. Donc, moi, en plus, comme j'ai un profil qui est assez tech, je suis rentré directement dans la création des tunnels, donc tout ce qui est mise en place des pixels, mise en place de techniques. Ça, j'ai pu le gérer également. Et ça a fait que du coup, je suis passé d'abord, quand j'ai fini de monter, j'étais en directeur marketing. Donc là, on gérait tout ce qui est marketing de la boîte en Ah oui, pour elle-même. vous-même, pour Ouais, acquérir des nouveaux pour clients. acquérir des nouveaux clients. Ça, c'est vous faisiez comment ça, également de la publicité, le même principe, ou c'était la C'est création de contenu c'est en le même organique? principe. Ok. C'est le même principe. Aujourd'hui, je sais que Vedank fait les deux. Donc, il a son tunnel d'acquisition via un tunnel VSL, mais il a également le tunnel d'acquisition via les contenus organiques, donc sur les réels Instagram. Il fait Et quoi? Il fait Insta, YouTube aussi? Ou c'est surtout Insta? c'est surtout Instagram en ce moment. Je sais qu'il a pas mal de vidéos aussi qui sont disponibles, mais c'est un canal qui est moins utilisé qu'Instagram. Oui, parce que les infopreneurs ils sont sur Instagram. Ouais. Là, on a beaucoup de gros infopreneurs qui sont sur Instagram et justement qui sont convertis soit par le contenu en organique, soit directement par le tunnel de vente qui apparaît la plupart du temps sur Instagram. Ok. Donc, ouais, moi je te dis, j'étais en directeur marketing et après, c'est à ce moment-là où j'ai senti que peut-être je me sentais moins à l'aise sur le marketing en lui-même, mais plus sur la partie opérationnelle. Donc, en fait, on a switché sur responsable des opérations, qui a été mon dernier rôle là-bas, où je m'occupais de m'assurer que les équipes fonctionnaient correctement. Donc, là, ça a été de gérer les plaintes des clients avec les CSM, faire du recrutement aussi pour trouver de nouveaux candidats. C'est des implémentations techniques, c'est de vraiment structurer en fait l'agence. Et c'est là que j'ai pu commencer en structurant l'agence, en structurant les process, à toucher un peu aux automatisations. Et c'est de là, en fait, à partir de là, quand j'ai commencé à mettre en place des trucs sur Zapier, je me suis dit, mais j'adore créer des process, j'adore me dire, OK, là, j'ai lancé un truc qui est censé faire 5 automatisations, et il y en a une au milieu qui ne marche pas. Et là, de regarder dans le débugage pourquoi ça ne marche pas, de vérifier ça. Et en fait, l'extase la plus folle, c'est quand tu arrives à faire ton système ultra complexe et que tout se déroule sans accroc. Et là, tu te dis, c'est parfait. C'est super comme parcours. C'est alors c'est vrai que, bon, l'explication elle était un peu technique pour ceux qui connaissent pas le monde de l'infopreneuriat, la vente de formation en ligne, business en ligne, parce qu'effectivement il y a tout un système de tunnel de vente sur lequel en fait les gens mettent en place tout un système d'acquisition client avec de la publicité, des VSL. C'est quoi? C'est en fait j'explique parce que des fois Ouais, bien c'est sûr. pas toujours évident pour les personnes j'ai vu ça dans Légende, je trouvais ça pas mal parce que dans Légende c'est pareil, des fois Guillaume Clé il invite des personnes. Il utilise des mots un peu techniques et donc il est obligé d'expliquer un peu ce que c'est. Et donc on va essayer de faire pareil parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident. Tu vois, VSL, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Avant, tu me disais VSL, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est des vidéos pour pouvoir vendre, pour pouvoir expliquer un peu le service qui est vendu pour après, à la fin, que le prospect en fait soit assez chaud pour réserver un call. Il y a d'autres systèmes également à la place du VSL. Il y a aussi les webinaires, j'imagine que vous avez dû en faire. Bien sûr. Où là, ça peut être en live ou ça peut être enregistré. Donc voilà, c'est tout un système qu'on est en train de découvrir également parce qu'on se lance aussi dans la vente de formation. Et donc, en fait, Louis-Édouard, il a travaillé dans une agence marketing qui était spécialisée là-dedans. C'était pour la vente, notamment de formation, j'imagine. Ouais. Beaucoup de formations, ouais. Sur la partie acquisition client. Ah, donc tu as vraiment un profil vraiment hyper complet, quoi, du coup. Parce que tu as réussi à toucher à tout et à t'intéresser surtout à tout, quoi. Et la partie marketing, et la partie technique, et la partie opérationnelle, quoi. C'est vrai que j'ai essayé de m'imbiber le plus possible de cet écosystème-là. C'est pour ça que peut-être des fois, je me rends pas forcément compte parce qu'on est tellement dedans que des fois, les termes qui te semblent
évidents, Logique, ouais. parce que tu les as tellement répétés. Et surtout qu'en fait, le client en face, il attend un professionnalisme de toi. Il sait que tu sais de quoi tu parles. Et donc, quand tu lui parles, tu peux pas être hésitant, lui dire OK, alors, est-ce que tu sais ce que c'est une VSL, tout ça? Tu peux pas. Parce qu'en fait, il va se dire c'est quoi ce blaireau? Bien sûr que je sais ce que c'est une VSL. Donc, en fait, quand tu as le client qui a 5000 balles par mois, tu vois, de retainer, tu peux pas te permettre d'être hésitant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, une fois que tu as ces compétences-là, une fois que tu as ces termes-là, tu es obligé de les utiliser de manière avec assurance. Tu es obligé. Et donc, c'est vrai que des fois, ça peut prêter un peu à confusion pour les personnes qui sont pas du tout dans ce milieu-là. Donc, si tu veux, des fois, si je parle un peu trop dans du technique, dis-moi et je peux Et on faire pourra mettre des définitions, ouais. Et après, si on a un super monteur, il pourra peut-être mettre des définitions en dessous. J'ai notre monteur, mais... Moi, j'aimerais bien comprendre justement, donc tu as vraiment touché à tout, et donc après, tu as créé ton business. Ouais. Est-ce que tu l'as créé par rapport à une friction que tu as vue ou un besoin que tu as vu par rapport à ces clients-là, ou par rapport à vraiment ce que tu as aspiré ou ce que tu aimais? D'un coup, tu as remarqué que tu aimerais vraiment travailler avec Make, avec Zapier, etc. Donc, tu t'es dit, tiens, je vais créer un business là-dessus. Ou est-ce que tu as vu qu'il y avait vraiment, je sais pas moi, un marché à prendre par rapport à ça? C'est une super question et c'est vraiment par rapport à mon ambition profonde. J'ai toujours voulu monter ma boîte. Déjà, quand je suis rentré chez Digital Brothers, j'avais dit à Vedank, moi, je sais qu'à un moment donné, je vais monter ma boîte. Il m'a dit, c'est tout à fait à ton honneur, il n'y a pas de souci, le jour où tu monteras ta boîte, je serai là pour t'aider. Et c'est d'ailleurs le cas. On pourra revenir dessus plus tard. Et donc, en fait, c'est vraiment cette volonté-là de me dire, j'ai quelque chose à moi, je prends toutes les décisions. Si ça réussit, c'est grâce à moi. Si ça foire, c'est à cause de moi. Et donc, d'avoir la main mise sur l'intégralité d'une entreprise, moi, c'est ça qui me plaisait vraiment. Et pour venir compléter la réponse par rapport à ça, quand j'ai lancé l'agence d'automatisation, je savais que les entrepreneurs en ligne avaient des besoins d'automatisation, mais eux ne le savaient pas. Et d'ailleurs, la plupart ne le savent toujours pas. La plupart font les tâches en manuel, ils se disent ça fait partie de mon travail et c'est comme ça que je vais occuper ma journée. Alors qu'ils pourraient passer plus de temps sur leur acquisition ou sur un meilleur marketing ou sur quoi que ce soit d'autre plutôt que de faire la énième facture en manuel. Même si c'est toujours sympa de faire des factures. Et c'est petit à petit, en fait, en travaillant sur cet angle-là de l'automatisation, que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines automatisations, certains process qui étaient plus utiles que d'autres. Notamment de l'onboarding, par exemple. C'est quelque chose, quand tu es une grosse boîte, si tu n'as pas de système d'onboarding automatisé, c'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, tu passes pour exemple, justement chez Digital Brothers, avant qu'on mette en place ça chez eux, des onboarding, des fois, ils pouvaient durer jusqu'à une semaine. Parce que tu vas avoir des problèmes de communication entre les responsables, entre les gens qui ne savent pas si le contrat a été signé, si la facture a été réglée, est-ce qu'il a été onboardé sur Slack ou quoi que ce soit. Et en fait, tu passes un temps fou à gérer des trucs dont on se fout. Non, mais ça, c'est vrai. Alors que justement, une fois que tu automatises ça, tu sais que ça va se faire et que tu n'as rien besoin de faire. Tu attends juste la notification sur Slack qui te dit c'est bon, tout est fait, tout est complété, voilà les docs. Tu as juste à profiter et à délivrer ton service. Et ça, en fait, tu viennes chez Eurofiscalis. Mais ça, c'est facile à mettre en place dans des entreprises où, tu vois, nous, on fait de l'onboarding client, mais on le fait à la mano, concrètement. Alors, franchement, quand on a un nouveau client, on est trop content d'avoir un nouveau client. Mais les collabs derrière, ils disent putain, on a du boulot parce qu'effectivement, c'est toujours un peu lourd à mettre en place un nouveau client parce qu'effectivement, il faut envoyer le contrat, il faut signer le contrat, tu as toujours plein de documents à récupérer, faut le facturer, tu as raison. Après, il faut lui expliquer un peu ton service, il faut le mettre sur les bonnes plateformes. Oui, puis après, il faut qu'il passe avec une autre collab et donc tu sais pas est-ce qu'il a pris rendez-vous ou pas. Ouais. C'est toujours galère. Ouais. Mais du coup, tu vois, même Slack, c'est ça? Ouais, sur Slack. Bon, tu vois, on n'est pas formé, quoi, tu vois. Donc demain, tu viens nous voir, tu nous dis, ouais, on peut automatiser ça. Est-ce que c'est facile, du coup, de former, du coup, l'entrepreneur et l'entreprise et les équipes à ce système-là, ou comment ça se passe, en fait? Alors après, Slack, c'est un chat, en fait. Hein, tout simplement. Oui. Donc ça, c'est simplement comme Teams ou WhatsApp. Mais oui, est-ce que tu fais un gros overview de comment fonctionne l'entreprise et après tu dis ok, vous fonctionnez comme ça, déjà on va le simplifier et après je vais l'automatiser, c'est ça le job? Ouais, exactement. En fait, c'est le plus important, c'est d'arriver à s'adapter à son client. Moi, je le vois bien sur LinkedIn, par exemple, les
les no-codeurs, qu'on les appelle, donc ceux qui font du no-code, donc ceux qui mettent en place des automatisations sans utiliser de code, donc avec des plateformes comme Zapier ou Make. La plupart, en fait, de ce que j'ai pu voir, c'est OK, alors voilà mon process et je te colle ça et débrouille-toi. Sauf que ça, en fait, dans la réalité, c'est pas bon parce que le client, il comprend rien. Ouais, c'est Le ça. client, il est content que tu aies fait ton post LinkedIn avec tes tonnes de modules d'automatisation en disant regardez ce que j'ai réussi à faire. Mais concrètement, dans la pratique, il n'arrive pas à s'en servir, donc c'est nul. Alors qu'en fait, la manière dont moi je vois les choses pour justement gérer un client, c'est de voir sa connaissance technique d'abord. Parce que les infopreneurs, en général, c'est des gens qui sont connectés, qui ont déjà ce qu'on appelle une tool stack, donc leur outil, qui sont déjà paramétrés. Et là, en fait, il faut venir rajouter des modules ou optimiser ce qu'ils ont déjà. Et donc le modifier. Pour des gens qui n'ont rien, qui ne sont pas connectés, là, dans ce cas-là, en fait, il faut leur trouver des outils les plus simples d'utilisation possible et d'en avoir le moins possible. Parce que déjà, quand tu rajoutes un outil, c'est en mode oh là, je comprends plus rien. Alors que là, justement, sur des process d'onboarding, il faut cacher au maximum tout ce qui va être technique. Donc, s'il y a une signature de contrat, d'essayer de tout faire en automatique et de juste en fait envoyer une notification ou envoyer un mail en disant voilà, c'est fait. Et le but, c'est vraiment, comme je t'ai dit, de comprendre à quel degré de complexité tu peux tendre avec tel ou tel client. Donc, dans votre cas de figure, par exemple, si vous n'avez pas de structure mise en place, le but, ça va être de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez actuellement et là où c'est le plus pertinent, déjà de venir rajouter de l'automatisation. Pas forcément de venir tout modifier, mais juste sur un truc. Une capsule, de dire, OK, sur cette partie-là, sur les contrats, comment est-ce qu'on automatise ça pour que vous puissiez au moins avoir ça en moins. Et petit à petit, en fait, on rajoute pour finir avec un écosystème automatisé. Mais c'est beaucoup plus complexe quand quelqu'un n'a rien, selon moi, parce qu'il faut tout lui apprendre. Ah oui, alors que Quand- s'il a déjà des outils, du Ouais. coup, il y a déjà des choses qui sont déjà créées. Et donc là, c'est là où tu viens rajouter soit de la simplification, soit de l'automatisation, mais il y a déjà une base. En fait, moi, pour délivrer, c'est plus simple quand le client n'a rien, parce que du coup, je peux lui dire, OK, tu prends ça, ça et ça, et je te le paramètre, et moi, mon automatisation, en fait, elle est déjà prête. Mais pour le client, c'est plus compliqué. Dans l'autre cas de figure, en fait, quand le client a déjà son écosystème, c'est plus simple de lui expliquer ce qu'on va venir modifier et optimiser. En revanche, c'est plus compliqué à délivrer parce que là, on rentre vraiment dans le sur-mesure et on doit venir s'assurer qu'on a les bonnes connexions pour pouvoir paramétrer tel et tel module et lui dire il faut que tu rajoutes tel outil. Donc là, il faut le former sur tel outil et des fois, c'est trop cher et donc il faut lui trouver une alternative. Et donc, en fait, il y a plus de challenge technique, mais c'est plus simple à expliquer et à délivrer. Non, mais je comprends parfaitement ton business. Là, du coup, pour lancer ton agence, tu te niches sur un type d'entreprise, une cible dédiée, ou tu vas faire ça sur toutes les boîtes? Ah, c'est infopreneur du coup. Ouais, pour l'instant, on est sur les infopreneurs. Parce que tu les connaissais bien, parce que justement tu avais déjà ton réseau et que tu avais compris du coup leurs problématiques et leurs points de douleur, etc. J'imagine. Alors, plus que le réseau, même si j'ai un bon réseau d'infopreneurs, effectivement, plus que le réseau, c'est vraiment cette connaissance-là de l'avatar. C'est qu'en fait, tu as tellement échangé avec eux que tu sais exactement comment leur parler, tu sais sur quoi est-ce qu'ils galèrent et tu sais quels sont leurs tunnels d'acquisition. En fait, tu comprends tout ce qu'il y a derrière. Là, aujourd'hui, j'étais en appel avec une responsable de vente qui est justement cliente de Digital Brothers, chez qui on va implémenter un système et qui me disait notre tunnel, il est sur GHL, donc Go High Level, c'est une plateforme qui te permet d'héberger un tunnel de vente. Toi, c'est bien, à chaque fois tu donnes la définition, c'est bien. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce que en tant qu'ex-responsable des opérations, comme je t'ai dit, j'avais la partie marketing, mais j'avais aussi la partie technique. Donc, en fait, les tunnels Go High Level, en l'occurrence, celui dont elle me parlait, c'est moi qui lui avais mis en place, mais sauf qu'elle ne le savait pas. Et en fait, je comprends quand ils me disent, quand ils m'expliquent des problématiques ou quand ils m'expliquent des setups actuels qu'ils ont, je comprends les outils qu'il y a derrière. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'arriver à créer des solutions sur mesure parce que je sais sur quoi me baser et je sais ce qu'ils ont comme attente. Et du coup, ça me permet aussi de me dire, OK, alors eux utilisent cet outil-là. Je pense que dans leur cas de figure, ce serait plus pertinent d'utiliser cette alternative-là qui est moins chère et plus efficace pour leurs besoins actuels. Donc, Et comment tu as défini ton pricing?
Parce que du coup, là, tu as créé ton ce service-là parce que tu avais une appétence là-dessus, tu as trouvé ton avatar parce que tu connaissais du coup cet avatar-là. Et comment tu as réussi maintenant à définir ton prix pour Alors, que ça soit sur le en pricing, adéquat. sur le pricing, on n'a pas de pricing fixe, surtout sur l'offre d'automatisation, qui est l'offre principale, l'automatisation sur mesure, parce que justement, c'est du sur mesure. Donc, tout dépend du client. Dans tous les cas, on prend rien en dessous de 500 euros parce que ça fait pas sens pour nous de travailler là-dessus. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est à quel point est-ce qu'on veut rajouter de la complexité. Donc, sur une création, je pense notamment à un client qu'on a pu accompagner, qui est un gros client qui gère justement des contrats avec beaucoup d'aéroports un peu partout dans le monde et qui voulait avoir un système de création de contenu LinkedIn automatisé. Et qui voulait qui voulait des postes qui se voulaient professionnels. Donc, pas des postes comme on peut le voir, nous, Non, sur personal LinkedIn. branding, Exactement. storytelling, Pas etc. du tout dans ce style-là, mais vraiment du Très poste technique. du Ok, poste ouais. technique. Donc ça, c'était parfait pour OpenAI comme tâche, parce que c'est des postes qu'il arrive à très bien faire. Et on a dû créer l'intégralité. On a dû prendre des abonnements à tous les outils, faire toutes les connexions. On a dû créer tous les prompts. On a dû vraiment faire le sur-mesure. Et en plus, après, du coup, avoir les appels, parce que ce n'est pas une personne qui est très dans le technique. Donc, d'avoir tous les appels d'explication de « OK, voilà comment on fonctionne ». Donc là, en fait, c'est des systèmes qui sont évidemment beaucoup plus chers à implémenter que des systèmes où on a juste besoin de rajouter une automatisation spécifique pour dire bonjour sur ton canal Slack tous les jours. Ça, c'est un truc qu'on a pu mettre en place aussi parce que justement, le CEO avait la flemme de dire bonjour tous les jours, mais voulait garder l'engagement de ses collaborateurs. Donc, en Génial. fait, tu trouves un moyen de dire en automatique, entre telle heure et telle heure, un bonjour différent chaque jour pour que tes équipes puissent voir que tu es engagé. Putain, il est horrible cet entrepreneur. Mais en fait, à un certain niveau, tu es tellement dans le jus tout le temps Oui, bien sûr. que Bon, c'est complexe, tu vois, après, d'être au là pire, tous les jours. tes collaborateurs, ils comprennent que tu peux pas dire bonjour tous les jours, au pire, mais mettre en place une automatisation pour ça, je trouve que c'est vraiment. Je peux comprendre. Tu peux comprendre. Ouais. Ouais. Bon, bref. Et en fait, tu peux faire tu peux carrément tout faire en fait en automatisation, non? Création de contenu, publication sur les réseaux. Tu peux, mais c'est pas forcément ce que je recommande à tout le monde, notamment pour la création de contenu. Aujourd'hui, la création de contenu automatisé, c'est pas au niveau de ce qu'un copywriter peut faire sur LinkedIn, par exemple. Et commenter genre des posts sur LinkedIn en automatique. Ça, oui, ça, on peut le faire et c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et en fait, du moment que ça reste synthétique et on n'est pas dans cette image de communication personal branding, comme on l'évoquait, c'est du contenu qui peut tout à fait être pertinent à mettre en place. C'est des systèmes qui sont pertinents. Quand on veut rentrer dans du plus entrepreneur, business en ligne, personal branding, là, pour moi, les résultats sont aujourd'hui pas forcément au niveau, ou alors ça demande en fait de retravailler le contenu. Je pense notamment à 2 outils en particulier, par exemple Magic Post et Redact AI. C'est des outils qui te permettent de créer des posts LinkedIn dans ce style personal branding. J'ai pu tester les deux. Ah, moi aussi, j'ai testé. C'est pas fou. En fait, ça va, Ah, mais ça te ressemble pas. mais ça te ressemble pas déjà. Et on sent que des fois, il y a des formulations, il y a des tournures de phrases qui sont pas naturelles. Et en fait, il faut venir retravailler dessus. Donc, je pense que ça te permet d'avoir une bonne base de poste, surtout quand tu n'as pas d'inspiration, quand tu as autre chose à faire. Mais il faut retravailler dessus. Donc, pour moi, aujourd'hui, la création de contenu en automatique, c'est pas au point. Mais tu peux avoir déjà beaucoup d'idées. Tu peux avoir du posting en automatique. Donc, par exemple, je pense à un outil qui s'appelle Scheduled. Tu peux créer tes posts sur Notion, de tout mettre en forme, de mettre tes images, tout ça, d'avoir en fait ton calendrier éditorial disponible directement sur Notion. Donc, Notion, c'est un outil un peu bac à sable où on peut avoir toutes les infos qu'on veut dedans. Et derrière, ensuite, de le connecter avec cet outil-là que je disais, Scheduled, qui te permet de le poster en automatique sur LinkedIn à tel et tel jour. Donc ça, c'est ultra pertinent. Et ça te permet de gagner du temps sur ton process de création de contenu. Mais pour moi, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir un process 100% automatisé. Ok. Et toi, aujourd'hui, du coup, pour développer ton agence, donc tu utilises du coup les mêmes systèmes d'acquisition client, j'imagine, ou non, tu as un autre système d'acquisition client? Pas du tout pour l'instant, mais c'est prévu. On va mettre en place un tunnel VSL
Aujourd'hui, pour faire de l'acquisition client, et comme j'ai pu l'expliquer, j'ai eu la grande chance de devenir ami avec Vedank. Et en fait, bah, on est dans une situation où on est un peu en collaboration win-win. C'est-à-dire que moi, je m'exerce sur sa boîte, sur les solutions que je mets en place, notamment sur le setting. On a parlé en off tout à l'heure. Et derrière, lui couvre les frais de mes tests. Et ensuite, si le système fonctionne, on l'implémente chez des clients. Donc, on peut tester ça. Donc, lui, ça lui permet d'avoir une meilleure LTV, donc lifetime value. Donc, c'est le... Après, c'est un service en plus qu'il propose en gros à ses clients, quoi. Ouais, exactement. Donc, en fait, ça permet d'améliorer la prestation globale que lui propose à ses clients. Et moi, ça me permet de pouvoir tester, d'avoir des premiers clients sans avoir besoin de faire de prospection. Quoi. Et derrière, de pouvoir aussi récupérer des témoignages, de pouvoir faire des études de cas pour pouvoir justement lancer un tunnel de vente qui soit plus efficace. Si tu conçois tes bêta-testeurs, on peut être tes bêta-testeurs. Si tu veux avec nous, tu vas t'amuser. Il y a des choses automatisées. Après, comment tu peux scaler du coup ton activité? Parce que du coup, là, c'est vraiment comprendre la problématique du client, essayer de l'automatiser, et client par client. Ouais, parce qu'en fait, tu vends de l'humain, c'est du temps. Tu vends la journée, j'imagine. Tu as un forfait, tu dis, OK, moi, je veux tant à la journée. C'est un truc, j'imagine, un truc un peu comme ça, comme un consultant. Alors, ça dépend du besoin, mais ce qu'on fait plus généralement, c'est plutôt un pricing au projet. Donc, on leur dit, OK, donc on fait 50% facturé au départ et 50% à la livraison. Et pour tel projet, après étude, on considère que c'est tant. Mmh. Et en fait, c'est une très bonne question ce que tu disais, Jérémy, ou comment est-ce qu'on faisait comment est-ce qu'on voyait le scaling. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, de ce pivot-là qu'on est en train d'envisager vers l'offre de setting IA qui va être, je pense, l'offre principale. Et on va arrêter de faire de l'automatisation sur mesure parce qu'en fait, c'est trop complexe. C'est trop complexe. On ne peut pas processiser ça assez pour pouvoir le développer chez plein de clients. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, tu dois t'adapter à l'écosystème du client. Tu dois tout implémenter à chaque fois. Tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec des outils différents. Et ça, en fait, ça demande un temps qui est beaucoup trop important pour pouvoir se développer correctement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution de setting, c'est une solution qui est vraiment utile pour ces infopreneurs-là qu'on vise, donc les infopreneurs qui ont déjà une bonne base et qui sont déjà bien développés. Et du coup, tu vas créer un outil sur le setting, c'est ça, avec l'IA? Ouais, exactement. En fait, c'est du setting. Donc, je ne sais pas si... Ouais, explique ce que c'est peut-être le setting. Donc, en fait... On a sur les tunnels de vente. En fait, c'est parce que notre mère, elle nous a dit que des fois, on utilisait des mots. La dernière vidéo, elle a dit, franchement, j'ai rien compris. C'est pour ça qu'on essaye de. En fait, sur les tunnels de vente, pour pouvoir, principalement ce qu'on a, en fait, on a une publicité qui est sur Meta, qui te dit, OK, si tu veux découvrir telle nouvelle manière de faire X euros en plus sur ton business, clique sur ce lien. Tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle la landing page. Sur cette page de vente, tu vas avoir justement, OK, donc si tu veux connaître la méthode, tu dois donner tes informations, ce qu'on appelle l'opt-in. Donc, c'est un petit formulaire où tu donnes en général ton prénom, ton email, ton numéro de téléphone. Ça permet aux entreprises de venir te contacter. Et c'est ça c'est le lead, c'est ça en fait qui crée le lead. C'est quand cette personne-là opt-in, donc quand elle donne ses informations. Quand elle donne ses informations, ensuite elle accède à la page suivante, qui est la page de la VSL, donc la Video Sales Letter. C'est la vidéo 8 à 12 minutes où on va venir expliquer l'intérêt du programme et pourquoi aujourd'hui ils ont besoin de connaître telle ou telle méthode. Et ensuite de proposer un appel pour arriver en équipe, avec les équipes de vente et les closer sur une prestation. Ça, c'est... Très bien expliqué. Voilà, ça c'est un tunnel d'acquisition classique, un tunnel VSL. Tu vas pouvoir faire un beau short avec ça. Et en fait, on a remarqué sur les opt-in, donc le moment où les gens donnent leurs coordonnées, que plus on les contacte rapidement, plus on a de chances de les closer sur un appel. Parce que justement, elles sont encore elles sont dans la hype de se dire « Ok, c'est quoi la méthode? Je viens de voir la vidéo, c'est un truc de fou, j'ai envie d'en savoir plus. » Si tu attends 3 semaines, la personne, elle s'en fout, elle est passée à autre chose. Elle est passée au dropshipping. Exactement. Et en fait, du coup, on a créé un système qui nous permet de remplacer des setters. Donc, les setters, c'est des personnes qui sont payées pour pouvoir contacter ces personnes-là et pouvoir leur proposer des rendez-vous.
et les préqualifier pour n'envoyer que les personnes les plus qualifiées aux équipes de vente. Parce qu'en fait, souvent, quand les gens regardent la vidéo, ils demandent un rendez-vous. Il y a donc des personnes qui vont vérifier si la personne est vraiment qualifiée pour pouvoir l'envoyer chez un closer. Parce que le closer, il coûte plus cher qu'un setter. Et donc il faut, quand on a des gros volumes, vérifier que la personne est bien qualifiée. Donc ça, c'est vrai que c'est ça le setting. Ouais, exactement. En fait, le but, c'est vraiment de préserver le temps des closers. Comme tu l'as dit, en fait, c'est des personnes qui coûtent cher et sur lesquelles tu as besoin de leur envoyer que des personnes qualifiées. Et surtout qu'en plus, tu perds en motivation en tant que closer quand sur 10 appels dans la journée, tu en as 9, c'est des touristes, en fait. Ouais. Et les touristes, ça, ils sont là. Tu sais très bien qu'ils sont là parce qu'ils voulaient juste avoir accès à la vidéo et puis passer à autre chose. Ils n'ont jamais eu l'intention de convertir. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Ça, c'est des gens sur lesquels tu peux les renvoyer vers des ressources éducatives pour, quand ils seront prêts, là, passer dans le système de vente. Mais c'est pas intéressant pour le CEO d'avoir des touristes. Donc, en fait, pour pouvoir privilégier le temps des closers, on met en place un setting IA, donc une conversation naturelle qui se fait sur WhatsApp, où tu vas contacter en général 5 minutes après l'opt-in la personne pour venir la préqualifier dans une conversation naturelle où tu reçois un message d'un 07 avec une jolie fille en fond d'écran sur ta conversation WhatsApp qui vient te demander si ça fait combien de temps que tu es intéressé par l'infopreneuriat, par exemple. Est-ce que tu fais déjà du chiffre? Est-ce que tu as une offre? Est-ce que tu es qualifié? Est-ce que tu es prêt à investir? Et ce genre de choses. Et en fonction des réponses, on peut la renvoyer vers telle ou telle branche qu'on aura définie avec le client. Et ensuite, de pouvoir justement envoyer que les personnes ultra qualifiées chez les closers. Incroyable, ça marche. Ça marche plutôt très bien. Donc ça existe déjà. Et toi, tu aimerais du coup créer un truc similaire ou c'est Ah non, l'offre, c'est lui qui le crée, quoi. C'est toi qui le crée. L'offre a été créée intégralement et a été déployée chez des clients. Et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Pour te donner des statistiques, sur environ 1000 leads contactés, on a un taux de réponse qui est aux alentours de 30%, donc ce qui est plutôt bon, et un taux de conversion par rapport à ceux qui ont répondu qui est aux alentours de 30% également. Donc, en automatique, les taux de conversion à 30%, c'est vraiment beaucoup. En automatique, justement, pour avoir ces personnes-là renvoyées vers l'équipe de vente. Donc, pour ça, pour des personnes, des fois, qui sont qualifiées, par exemple, à 3h du matin. À 3h du matin, la personne, elle s'inscrit, elle veut en savoir plus, et hop, elle commence à échanger avec ton agent. Et ensuite, tu arrives à l'avoir en appel le lendemain ou le surlendemain. Ouais, alors que ton setter humain, à 3h du matin, ce qui est normal, il est en train de dormir. Et là, comment tu peux vendre ça, du coup? Tu vends ça à la prestation, au nombre de conversations engagées? Toi, comment tu gagnes ton business? Ça, c'est une très bonne question. Le modèle de pricing qu'on a mis en place pour l'instant, et qui a un modèle qui va probablement évoluer parce que là, on est en phase de test. On est sur un setup fee, donc des frais d'installation qui sont à 300 €, juste pour pouvoir créer le compte WhatsApp et pouvoir mettre en place le système et de paramétrer l'IA et tout ça. Et ensuite, le premier mois, c'est offert au niveau de l'abonnement pour que tu puisses tester, faire tes retours et qu'on puisse avancer ensemble et déployer la meilleure solution possible pour ton business. Et à partir du mois 2, on passe sur un recurring, donc un abonnement mensuel à 500 €, tout frais compris, donc qui inclut autant de conversations que tu veux et évidemment toutes les modifications qui seront nécessaires au fur et à mesure qu'on vient développer ça. Sachant qu'on peut créer plusieurs agents, donc tu as par exemple sur la partie setting, mais on a également une possibilité de créer des agents de nurturing. Donc nurturing, qu'est-ce que c'est? Nurturing, c'est quand tu viens donner de la valeur gratuite à tes prospects pour davantage les chauffer. Donc, juste avant un appel de vente, par exemple, tu peux tout à fait créer un agent qui va lui dire OK, j'espère que tu es content, tu vas avoir l'appel avec telle personne. Ce serait bien que tu regardes cette vidéo et tu lui envoies telle ou telle vidéo ou telle ressource. Comme ça, en fait, quand il arrive dans l'appel, il est déjà conditionné. Toi, tu sais qu'il est qualifié. Donc, pour toi, en tant que business, tu sais que tu ne vas pas perdre de temps avec ce lead-là. Et le lead, il est ultra motivé parce qu'il a vu tes ads, il était convaincu. Il a vu ta VSL, il était convaincu. Il a pris un appel, il était convaincu. Tu l'as qualifié, donc il a eu une conversation également avec un agent, il est convaincu. Et il a une conversation avec un autre agent où tu lui envoies des ressources avant l'appel. Donc en fait, tu as énormément de points de contact. Et en marketing, c'est ça qu'on cherche le plus, c'est d'avoir le plus de points de contact avec tes prospects pour rester en ce qu'on appelle top of mind, donc rester toujours présent dans l'esprit et se dire OK, moi, si aujourd'hui je suis à la recherche de telle ou telle solution, je pense à tel mec.
Ah, Et c'est bah, sûr. c'est de cette manière-là, en fait, que ces gens-là, après, tu peux les closer beaucoup plus facilement. Oh, c'est génial. En plus, 500 balles par mois, c'est pas énorme, tu vois ce que je veux dire. Ah non, c'est pas énorme. Pour un infopreneur, Bah, imagine, t'arrives à, je sais pas, pour que tu saches, t'arrives à en qualifier. moyenne, les setters, ils sont à 500 € fixe en mensuel, plus une com entre 5 et 8%, je crois, du close. Non, parce qu'en plus, si tu veux l'automatiser, ça veut dire que tu as des gros volumes. Ah, c'est ça. Et Ouais. si tu fait des gros volumes, c'est que tu fais déjà plus de 100 000 de CA par mois de vente de formation. Ouais, mais surtout, c'est que t'as beaucoup de leads. Ouais. Ouais. Donc, imagine, tu prends Antoine Blanco, je crois qu'il fait 7000 leads. Ah, il faut les qualifier, hein, pour les 7000 Mais Antoine leads. Blanco, justement, il est avec ce système-là. Ah ouais? Pas avec le mien, mais je connais l'autre entreprise qui s'appelle Orsay. C'est une très très bonne entreprise qui propose ce système-là également. Ah, mais t'imagines 7000 leads à qualifier. Ah, nous, on a 50 par semaine, déjà, ça nous fait chier. C'est du savoir. taf. Hein. Non, c'est clair, c'est du taf. Il faut, Oh, franchement, c'est génial. Et là, au moins, tu peux vraiment scaler, quoi. Bien sûr. Et bah, comme on en discutait en off aussi, ça te permet d'avoir une visibilité que tu pourrais pas avoir avec des setters. Avec des setters humains, ce qui se passe en général, c'est qu'on a un reporting, bon, dépendant des entreprises, hein, mais en général, on a les reporting fin de journée, les reporting fin de semaine, avec, pour les plus simples, un Google Sheet à remplir. Pour les plus complexes, on va dire, ils ont un Typeform, donc un questionnaire en ligne sur lequel on leur dit OK, bon, aujourd'hui, tu as contacté combien de personnes, tu as fait des follow-up, donc tu as suivi les conversations sur combien de personnes, combien étaient qualifiés, combien étaient non qualifiés. Et ça, en fait, c'est rempli à la main et c'est à l'appréciation du setter. Autant te dire que le mec, pour qu'il reste dans la boîte, il va pas te dire tous les jours Oui, ah non, j'ai raté toutes les conversations. J'ai eu que des qualifiés, j'en ai pas réussi à en closer un. Donc en fait, lui, il va avoir évidemment tendance à enjoliver la situation. Et ça, c'est pas quelque chose que l'IA fait. L'IA, toi, en tant que, du coup, en tant que gérant, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un reporting sur toutes les conversations où tu peux venir analyser l'intégralité des conversations une par une, te dire, OK, bah là, pourquoi est-ce qu'elle a été qualifiée, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas qualifiée. Et tu peux également faire une synthèse de tout ça pour te dire, comme on en discutait, à quel moment de la conversation est-ce que la personne décroche. Est-ce que sur la question du chiffre d'affaires, par exemple, la personne en général est plutôt pas à l'aise et elle va pas répondre. Mais dans ce cas-là, on trouve un moyen de reformuler la question. C'est ce qu'on a fait, par exemple, chez Digital Brothers, où on avait une question sur est-ce que vous êtes à plus ou moins de 10K de CA par mois et la plupart des gens hésitaient, ne voulaient pas trop répondre ou alors se braquaient. Ou sortez de la conversation. Et sortaient de la conversation. Et en fait, nous, ça nous faisait perdre du lead, même si on peut les recontacter derrière. Le momentum qu'on crée dans la conversation, il est perdu parce que la personne s'est braquée. Et donc, on a plutôt tourné ça d'une manière différente. Est-ce qu'aujourd'hui, en fonction de ta situation, tu es en capacité d'investir entre 1 000 et 5 000 € pour ton développement de business? Et là, tout de suite, nous, c'est ça la question, c'est la réponse qui nous intéressait le plus. Là, on arrivait à avoir des taux de conversion qui étaient plus élevés. Et ça, en fait, c'est compliqué d'avoir cette visibilité-là, surtout quand tu as plusieurs setters. Imagine, tu as 3-4 setters parce que tu as beaucoup de leads entrants, qu'ils arrivent à communiquer entre eux et se dire « Ah, ben moi, en général, les gens se barrent à tel moment de la conversation. Ouais, grave. » C'est assez peu, tu vois, c'est assez... c'est pas forcément démocratiser le fait que les setters communiquent entre eux pour savoir comment optimiser le script de conversion qu'on leur a donné. En général, là, c'est tu as pas des du données tout... beaucoup plus fiables du coup avec l'IA parce que voilà, c'est par rapport à des critères très précis. Et donc, du coup, tu as toutes les bien données. sûr. Quoi. Le seul truc, moi, c'est qu'avec l'IA, tu vois, si j'ai une conversation avec l'IA, des fois, ça se voit en fait, non? Là, tu dis que c'est naturel. C'est très intéressant, ça, comme question. Et ça fait 3 fois qu'il nous le dit, c'est pas mal. Hein. C'est que vous posez des bonnes questions. Non, ça, c'est une inquiétude qui revient beaucoup sur ce genre de système. Et aujourd'hui, pour moi, les conversations qu'on peut avoir, elles sont vraiment très qualitatives. Et même dans le cas de figure où l'humain détecte qu'il parle à une IA, ça n'impacte quasiment pas les taux de conversion. Oui, parce qu'on a peut-être l'habitude aujourd'hui, avec les chatbots, avec les trucs et tout. C'est pas comme si c'était nouveau depuis 15 jours. Non, mais franchement, les chatbots, bon, tu vois, avant ChatGPT, franchement, c'était de la merde. Oui, bon, là, on est sur un niveau quand même bien au-dessus des chatbots. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que. Mais oui, on est déjà éduqué quand même à ça. Quoi, oui, mais bon, t'es quand même un peu déçu quand tu te rends compte que c'est une IA et que c'est pas un humain. C'est pour ça qu'en fait, on reste sur des questions de qualification assez courtes. Donc, on est entre 3 et 5 questions de qualification. Donc, ça fait que pendant 2 heures les conversations sont très courtes.
Donc, en général, tu vois, les gens répondent aux questions et après, ils passent à autre chose et ils sont qualifiés. C'est l'équipe de vente qui reprend ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis, où justement, on essaye, c'est mon but en tant que prestataire, de proposer une solution la plus naturelle possible. Et dans les conversations, selon moi, on arrive à les avoir. Et pour te donner peut-être plus de données chiffrées, j'ai pu évaluer les performances chatbot, donc à quel point est-ce que l'IA faisait bien son taf, ou en manuel, j'ai repris Hmm. environ 150 conversations qu'a vu Digital Brothers et j'ai lu toute la conversation. Et j'ai compté et je me suis dit, OK, dans combien de cas de figure, dans combien d'échanges qu'a eu l'IA sur ces 150 que j'ai analysés, sur combien est-ce qu'on a perdu le lead à cause d'une IA? À quel moment? Parce que des fois, l'IA a été détectée, mais comme je t'ai dit, en fait, il dit ah, OK, et il continue la conversation. Donc en vrai, on s'en fout qu'il la détecte ou pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que la personne soit qualifiée et qu'elle vienne à l'appel. Ouais, complètement. Donc, si la personne te dit c'est une IA, mais je viens à l'appel, bon, bah, c'est très bien. D'ailleurs, on a eu des retours où justement, il y a une femme qui a détecté que c'était une IA, qui a dit ah, j'ai adoré le fait de me faire CT, c'était rapide et tout. Et ça, c'est un super retour. Et en général, du coup, pour finir sur la donnée chiffrée, on était au final à 93% de performance au niveau de l'IA. Donc, on a vraiment, sur l'intégralité des conversations analysées, on n'était qu'à 7% où on a perdu le lead parce que l'IA a été détectée et qu'elle n'a pas su répondre correctement pour pouvoir, soit qu'elle a bugué, tout simplement, ce qui arrive, soit que le lead s'est braqué et a dit « non, je ne veux pas parler à une IA ». Dans ce cas-là, en fait, nous, on arrête la conversation et on envoie une notification et c'est un setter qui reprend la main. D'accord. Mais donc, Ouais, on ouais. reste sur des taux d'efficacité qui sont quand même très, très élevés et ça n'affecte pas tant que ça, même quand c'est détecté. Ah, franchement, c'est stylé. Hein. Peut-être un jour, on aura beaucoup de leads et on pourra faire appel à tes services là-dessus. Et bien sûr, avec grand plaisir. Généralement, tu penses que c'est à partir de combien de leads où vraiment ça vaut le coup genre, c'est quoi? C'est 500 leads par mois, 1000 leads moins? En fait, c'est pas tellement à moi de répondre à cette question, c'est plus en tant que dirigeant, est-ce que tu en as marre de gérer ça en manuel? Ou alors, est-ce que tu dis, là, il faut que j'embauche des setters? Si tu te dis, il faut que j'embauche des setters, c'est que là, en fait, tu as besoin de ce système-là. Tant que tu n'es pas dans le cas de figure où tu te dis, il faut que j'embauche parce que j'arrive à le gérer, pour moi, c'est pas pertinent. Ok. Et tu estimes à combien le marché là-dessus? Genre, combien tu peux faire de chiffre d'affaires, tu de faire de chiffre d'affaires là-dessus? Alors là, c'est une très bonne question parce que ça dépend vraiment de l'entrepreneur qui est en face, à quel point est-ce qu'il a besoin de différents agents. Parce que là, en fait, moi, je vois vraiment comme développement, comme je t'ai dit, des agents selon des thématiques différentes. Donc, pour le setting, pour le nurturing, on peut imaginer des agents qui sont spécialisés peut-être dans du support client une fois que tu es client. Donc, moi, le marché, surtout sur l'entrepreneuriat en ligne, il est Ouais, il est quasiment énorme. infini parce que les entrepreneurs en ligne, il y en a de plus en plus. Mm. Donc, après, à voir comment est-ce qu'on pourrait orienter ça pour que ce soit plus pertinent pour des gens qui n'ont pas beaucoup de leads. Et donc là, plutôt passer sur des systèmes de support client ou des trucs comme ça, qui soient plus efficaces que les chatbots classiques qu'on peut voir. Là, ça pourrait être plus intéressant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour les systèmes de setting, ça demande quand même d'être à un niveau d'expertise. Donc, au niveau des infopreneurs en ligne, il y en a des bons. Il n'y en a pas énormément sur le marché français. Mais moi, je pense qu'on peut aller les chercher. Ouais. Et après, tu vises après infopreneur US, UK, Canada. Éventuellement, pourquoi pas. Après, c'est qu'une question. Enfin, moi, je parle anglais, je parle espagnol, donc je peux m'occuper de l'Amérique du Sud et je peux m'occuper d'à peu près tous les continents. Donc, Ça, aujourd'hui, tu es tout seul dans l'entreprise? sur la partie implémentation technique, oui, j'ai été accompagné par deux filles que tu avais pu voir la dernière fois sur la partie communication, où aujourd'hui on ne travaille plus ensemble parce que c'était déjà prévu qu'on se sépare. Et sur certains projets d'automatisation, notamment, d'automatisation sur mesure, des fois je fais appel à des freelances pour pouvoir m'aider à implémenter l'intégralité du système. Mais sur Ok. la partie setting, qui est ce qu'on fait Ce que tu mets en place là, quasiment. actuellement. Ouais, là-dessus je suis tout seul. Ok. Et donc, ouais, donc les clients, là, tu les trouves avec l'entreprise avec laquelle tu travailles avant, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et donc là, grâce au bouche-oreille, grâce à la recommandation et à ton réseau, donc tu as des clients sur ton agence, tu vas
avec la partie IA setting, du coup, tu vas créer le même système, j'imagine, d'acquisition client avec les VSL, etc. Est-ce que tu vas utiliser d'autres façons de trouver des clients? Genre le personal branding, comme on a vu tout à l'heure, il y avait Sophie qui était avec nous. Je ne sais pas si l'épisode sera encore sorti, peut-être. Sur le personal branding, tu vas également utiliser ce côté-là, côté organique, ou non? Moi, ça me tenterait. Ça me tenterait. C'est vrai que de base, je n'ai pas trop un profil qui fait de la communication. Ça me gonfle un peu, même beaucoup, pour être tout à fait honnête. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire et je le vois bien parce que je suis le premier concerné par ce genre de choses. Quand je cherche un prestataire pour tel ou tel truc, en fait, je les trouve parce que j'ai vu une vidéo YouTube de tel mec ou alors j'ai vu son post LinkedIn apparaître et que je vois qu'il sait de quoi il parle. Et donc, c'est ma première piste de réflexion. Et là, par exemple, j'avais besoin d'aide sur une mise en place d'une structure de chatbot. En fait, j'ai contacté le mec chez qui je regardais les vidéos pour me former. Parce qu'en fait, je me dis, si lui m'a appris, c'est que je peux lui poser des questions techniques. Et c'est ça qui me fait me dire, j'ai besoin de faire du contenu. Donc, c'est un plan. C'est pas le focus du moment parce que pour l'instant, en fait, moi, je préfère être sur la partie technique et la partie vraiment perfectionnement de solutions. Mais la partie développement en communication, je pense que avoir quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, ça pourrait être top pour pouvoir soit faire des posts, soit faire du contenu YouTube ou juste avoir du contenu en général. Ouais. Et t'as jamais été tenté, du coup, de faire toi aussi ta formation? Pas pour l'instant. Pas Ok. pour l'instant parce que je pourrais sortir des formations sur Make ou des formations sur des trucs d'IA, machin, mais je me sens pas légitime de le faire. Je préfère avoir un meilleur track record de ce que j'ai pu proposer et de montrer vraiment en fait que ce que je propose aujourd'hui, c'est qualitatif. Ou même une formation sur tout le système d'acquisition client pour la vente de formation en ligne, comme tu l'as fait avec l'agence où tu étais CEO de l'agence. Bon, quand tu es CEO, c'est directeur des opérations. Tu as vu du coup tous les postes, tu as travaillé avec plusieurs infopreneurs, donc tu pourrais vendre une formation là-dessus. Nous, par exemple, c'est ce que là, on ne connaît rien à la formation en ligne, on ne sait pas vendre une formation en ligne. On essaye via les gens qu'on connaît, via YouTube, tout ça, essayer de se mettre là-dedans, tu vois. Mais ça aurait été cool d'avoir aussi peut-être la visite. On a appris VSL il y a 15 jours. Ouais, non, pour l'instant, je sens pas que c'est une priorité de créer ça. C'est peut-être quelque chose qui me viendra par la suite, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Moi, je préfère rester dans le back-end et continuer à perfectionner ce que je fais. Et derrière, ensuite, je sais qu'en plus, même si je viens combiner ça à du personal branding, si un jour je sors une formation, ce sera beaucoup plus performant si j'ai une communauté qui est déjà fédérée autour de ça. Donc là-dessus, moi, je vois plutôt dans ce sens-là, donc c'est-à-dire de continuer à perfectionner ce que je fais pour m'assurer que je délivre quelque chose de qualité, communiquer là-dessus avec du personal branding, qu'on puisse s'identifier à qui je suis et à ma solution. Et éventuellement, derrière, une fois que je me sentirai assez légitime, même si c'est assez compliqué dans l'entrepreneuriat, de se dire, OK, maintenant, en fait, je t'apprends à faire la même chose. Après, surtout, je pense que c'est surtout que tu fais un truc que tu kiffes, quoi. En fait, ça t'intéresse de ouf. Tu as commencé là, après, à bien utiliser Make, Zapier et tout. Donc, tu dis, tiens, je vais me lancer là-dedans. Là, tu utilises l'IA avec WhatsApp pour mettre des systèmes en place parce que ça t'intéresse de ouf, on dirait. Quand on parle, en fait, c'est ce qu'on ressent, en fait. C'est pas sur le côté vraiment business, c'est plus sur le côté process qui, je trouve, qui t'anime, non? Ah, bien sûr. Moi, tout ce qui est technique, de rentrer dans la programmation, dans le détail, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et le côté business vient en second. Donc, c'est pour ça que, surtout, moi, je viens d'une bonne famille, j'ai pas besoin d'argent actuellement. Je suis pas dans une situation de merde, machin. Donc, moi, en fait, si je fais pas d'argent pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, c'est pas grave. Moi, je fais ce qui me plaît et je développe vraiment un truc le plus efficace possible. Et ensuite, en fait, je me dis, OK, t'as monté un truc de ouf. Il y a des gens qui en ont besoin et qui peuvent vraiment être aidés par ce que tu proposes. Là, dans ce cas-là, de venir le monétiser. Mais ma passion numéro 1, c'est de créer des solutions qui me font kiffer. Ouais, ça se ressent. En plus, en formation, tu seras super bon, parce que t'es bien pédagogue et tout. Tu t'expliques bien. On a tout compris. Ouais. On te dira si notre mère nous a compris ou pas. Sinon, on fera un call avec elle et je pourrais lui expliquer les termes qu'elle n'a pas compris. On lui enverra un 7 heures avant pour voir si elle qualifie.
Mettez d'ailleurs en commentaire si vous avez des questions sur l'automatisation, sur l'IA, sur le système de vente de formation en ligne, sur l'automatisation de process. Ouais, ça pourrait être une bonne idée c'est un sujet qui vous intéresse. Et comment tu arrives à te former? Parce que du coup, tu es complètement autodidacte sur tous ces sujets-là. Comment tu arrives à te former? Est-ce que tu as un process précis où tu vas dire, bon, ça, ce sujet, ça m'intéresse, maintenant je vais regarder des vidéos sur YouTube, j'ai écouté, je sais pas moi, lire des articles de blog. Comment tu arrives à te former vraiment, toi? Il y a un process précis qui marche à tous les coups, pour tous les domaines. C'est de faire. Ok. Fais, rate, et une fois que tu as raté, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as raté. Et c'est le seul moyen pour moi de vraiment apprendre, en particulier dans l'automatisation, où tu peux pas juste regarder une formation d'automatisation et te dire c'est bon, je suis formé. Parce qu'entre une vidéo d'automatisation qui va t'apprendre à faire quelque chose et quand tu le fais, t'as toujours un problème. Toujours. Et pourtant, moi, j'en ai fait beaucoup des automatisations. Et à chaque fois, tu as une connexion qui est pas bonne, un paramétrage qui est pas bon parce que lui avait telle version de l'outil et toi, t'as pas la bonne. Il y a toujours un truc. Et tant que tu n'as pas fait, tu peux pas te dire, OK, là, c'est bon, je sais faire des automatisations. Donc, tu peux te former sur YouTube et regarder du contenu, surtout sur tout ce qui va être automatisation. Pour ceux qui parlent anglais, je recommande Liam Hotley. C'est un très très bon YouTuber qui a commencé par des tutos vraiment pratiques et qui est plus maintenant passé sur la partie business et comment proposer des solutions autour de l'IA et des automatisations. Il y a Shubham, comment il s'appelle? Ouais, Shubham, je sais plus quoi, mais sur le marché français, ouais, qui est très très bon également. Elles sont super ces vidéos, franchement, je regarde souvent. J'aime bien le gars déjà aussi, il est sympa. Ouais. Lui, il fait du très bon contenu. Et tous ces gens-là qui proposent des formations, moi je trouve que c'est éventuellement pertinent si on est prêt à travailler derrière. C'est-à-dire que prends ta formation, regarde là, par contre tu mets en place, tu copies-colles exactement tout ce que tu vois dans la formation et tu le testes toi. Et si tu le testes, tu vas te rendre compte qu'il y a des erreurs et c'est en creusant ces erreurs-là que tu vas tomber sur des forums, sur des articles de machin. Donc moi c'est comme ça, hein, la plupart des erreurs que j'ai, il y a un autre mec qui a eu le même problème il y a 3 ans et il y a un des modérateurs de Make qui a répondu. Et donc ça me permet de solutionner le problème. Ou alors de faire du débugage avec ChatGPT des fois quand j'ai vraiment aucune autre solution. Mais donc en fait, tant que tu n'as pas fait, t'es pas capable de savoir où tu vas te planter. Ouais, donc c'est vraiment l'expérience, quoi. Et en faisant. Exactement. Et après, tu t'améliores à chaque fois. Ça, pour moi, c'est surtout dans l'automatisation, c'est le meilleur moyen de progresser. Ok. Et donc, donc tu as dit que tu allais faire de la création de contenu, c'est ça? Ça va être prévu. Comment tu vois ça? Quel angle tu vas prendre? Quel type de vidéo? Est-ce que ça va être le même type de vidéo que ces mecs-là? Comment... Alors, j'allais dire c'est une très bonne question, mais apparemment il faut plus le dire. Tu peux le dire. Non, je pense que moi j'ai envie d'aller un peu à contre-pied par rapport à ce qui se fait, dans le sens où j'aime bien être cash et j'aime bien être naturel et je sens que surtout sur les automatisations, je sais pas pourquoi les gens s'inventent une personnalité sur LinkedIn qui est absolument à vomir, d'espèce de professionnel de l'automatisation. Alors qu'en fait, quand tu regardes le détail, ils passent plus de temps à recréer des systèmes à partir de zéro pour faire joli sur une image qu'ils vont poster, plutôt que juste utiliser un outil qui coûte 5 balles par mois et qui fait 95% de ton automatisation. Et moi, le but, c'est vraiment sur de la communication authentique ou dire, moi, en fait, je suis meilleur que vous parce que j'ai les répétitions derrière. J'ai l'entraînement, j'ai le fait que j'ai fait et je me suis planté tellement de fois et j'ai passé des heures et des heures à essayer de comprendre pourquoi tel et tel truc marchait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis meilleur que vous. Et moi, c'est vraiment comme ça que je veux communiquer. Pas du tout d'une manière hautaine, mais d'une manière où je le sais parce que j'ai fait le taf que vous avez pas fait. Ok, mais tu vas le faire du coup sur LinkedIn? Parce que si tes clients, ces infopreneurs sont sur Instagram, est-ce que tu vas communiquer uniquement sur Instagram, YouTube, ou comment tu vas... Alors, sur stratégie, en fait. Sur la communication personal branding, je le vois pas de la même manière que sur un tunnel de vente. Sur le tunnel de vente, là, je pense que c'est plus
ça va être plus d'une manière posée, professionnelle, où j'explique concrètement, aujourd'hui, si tu fais pas, par exemple, pour reprendre le setting, si tu fais pas du setting automatisé, t'es un blaireau. et de lui faire comprendre, A plus B, pourquoi est-ce qu'il en a besoin, et pourquoi c'est beaucoup moins cher, et c'est mieux que ce qu'il fait actuellement. Et parce que ces données sont pas bonnes, etc. Exactement. Mais sur la communication, le style de communication, l'angle de communication de personal branding, là, on serait plus, que ce soit sur LinkedIn, sur la manière de rédiger les posts, ou même sur des vidéos YouTube, des trucs comme ça, je me vois plus dans le style que je t'évoquais donc ça à serait plus l'instant. pour être connu dans ton domaine, quoi. Ouais. Dans l'automatisation, dans l'IA, etc. Oui, le personal branding, je le vois pas directement comme un canal d'acquisition. Je le vois plus comme un moyen de se dire, quand ils vont tomber sur le tunnel d'acquisition VSL, ils se disent, ah, c'est ce mec-là. C'est le mec de LinkedIn que je vois tout le temps sur les posts. C'est le mec que j'ai vu en vidéo sur YouTube. Et en fait, juste de m'en servir comme équivalent lead magnet, donc un moyen de récupérer des informations de tes prospects via des posts où tu demandes tel ou tel commentaire pour envoyer telle ou telle ressource, avec justement ce style-là un peu agressif direct, mais qui t'apporte toujours de la valeur parce qu'en fait, il y a l'expérience derrière. Et à partir de là, cette base-là derrière, de la re-shooter sur un tunnel de vente. Ouais, ou même en fait en organique, en fait en création de contenu, ça va te donner de la légitimité à ceux qui vont rechercher ton nom, mais c'est pas grâce à ça qu'on va te connaître. Ils vont te connaître grâce au tunnel de vente, et après quand ils vont faire des recherches sur toi, du coup ils vont l'avoir ton expertise parce que tu seras connu dans le monde de l'IA. Moi, je le vois plutôt comme ça, ouais. Ok, je comprends. Après, à voir, ça c'est une stratégie que j'ai pour l'instant, c'est une stratégie qui est amenée à être modifiée, évidemment, comme toute stratégie. Donc, t'inquiète, nous on la modifie tous les 2 mois. Donc. Non, mais franchement, hyper intéressant, honnêtement. Ouais, franchement, ouais. Et là, donc t'as monté ta boîte, t'es en auto-entrepreneur, t'as pris une SASU, t'as fait quoi? Je suis un auto-entrepreneur, ouais. Ok. Bon, le jour où tu crées une SASU, tu nous appelles. Hein. Bien sûr. Ouais. Après, on est Eurofiscaliste, on a un cabinet d'expertise sur table. Si vous faites un bon pricing, moi je viens, pas de souci. Franchement, on n'est pas connu pour faire des bons prix. On est connu pour être bon dans ce qu'on fait. Oui, On mais est il y pas a connu des pour changements avoir de des procédés, je vous mets en place un système de setting. Alors ça, par contre, ça c'est vrai que tu vas pour une Même pour automatisation. l'onboarding client, tu vois, si tu veux revenir à ton ancien business, tu vois. Par exemple. Ça, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Hein. Franchement, toutes les boîtes... Même, on a pris là pour notre formation expert comptable, on voulait traquer toute la donnée. Tu vois, donc, pour savoir d'où venait notre trafic, si c'était de l'organique, si c'était des ads, si après du coup ils s'inscrivaient sur notre webinaire, est-ce qu'ils étaient présents, et du coup après est-ce qu'ils réservaient des calls, est-ce qu'on avait quelle classe on avait, du coup de quelle plateforme. Ouais. Donc au début on s'est dit on aimerait faire ça, et après on a dit comment on fait. on n'a aucune compétence là-dedans, et on a de la chance, c'est qu'on a rencontré du coup des data analystes, et ils nous ont dit si vous voulez, on vous le fait pour vous, quoi, tu vois. Donc ils ont tout fait sur Make. Et du coup, on les embrasse, franchement. Franchement, c'était cool. Ouais, et donc du coup, c'est tout en automatique. Ils arrivent à tout récupérer et tout. Et donc, en fait, grosso modo, donc on crée du contenu principalement sur LinkedIn. Ouais. On utilise Bitly. Tu connais Bitly? Bien sûr. Donc, Bitly, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de mettre un lien et que ce lien soit traqué. Du coup, on sait d'où il vient. Grâce on appelle ça un UTM. UTM, c'est ça? Les UTM, ouais. On peut les rajouter par ailleurs sur un lien classique, les UTM. Aussi, ouais. Plus que là, c'est plus un résultat de lien, quoi. Un résultat de lien, ouais. Et bon, tu crées ton UTM grâce à ça aussi. Ouais. Et donc, en fait, dans l'UTM, dans le lien, on va marquer, par exemple, on va marquer LinkedIn. Et du coup, quand on va faire l'analyse, on va savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien et on sait du coup qu'ils viennent de LinkedIn. Et après, on va créer un autre lien, si on le fait par exemple avec Instagram, avec TikTok, etc. Vous avez des données qui remontent sur Analytics? Sur BigQuery, un truc comme ça, surtout de Google. Ouais, sur le truc de Google, c'est après, Analytics 4. Enfin, le 4, je sais plus. On a un tableau, un Google Sheet, où on sait du coup, en fonction du lien, combien il y a de personnes qui ont cliqué. Ouais. Et après, ils savent le nombre de personnes qui ont opt-in, donc qui ont mis leur adresse email. Ouais. Et après, mais sur quoi? Qui opt-in sur quoi? Sur un webinaire. Ah ouais, sur un webinaire. Ouais. Ok, d'accord. Après, ils nous traquent le nombre de personnes qui ont été présentes sur le webinaire. Et du coup, aussi en fonction de la source, donc ça, c'est pas mal, tu vois. Et après, ils nous traquent le nombre de personnes qui ont réservé un call sur un calendrier. Okay. Donc là aussi, grâce à l'adresse email, ils arrivent à faire tout ça. Ouais. Et après, le nombre de personnes, là, on met nous manuellement le nombre de personnes qu'on close. Ok, d'accord. Et après, on a tous les ratios par source. Donc comme ça, on sait sur quelle plateforme on doit plus se concentrer
qu'est-ce qui nous rapporte le plus de cash collecté. Le Webi, c'est de l'Evergreen ou pas? Alors, Evergreen, Non. pour ceux qui savent pas, c'est un webinaire qu'on a tourné une fois et qu'on fait tourner en boucle. Non, là, c'est en live. Ouais, c'est en live. Ça, c'est notre deuxième webinaire. Ok, Ouais. d'accord. On l'a fait tout à l'heure à midi. Ok, d'accord. Vous aviez du monde? Ouais, donc on a eu... On avait 96 inscrits et on a 54 qui sont présents. Donc on a Ah, que 50%. vous avez un bon choix de rate, ouais. Ouais. Comme c'est Ah, que ouais. de l'organique, ouais, donc... Parce Et- que pour l'instant, on fait pas de ad. Parce que pour l'instant, nous, on est vraiment nuls en ad. Ouais, parce que sur des ads, vous n'allez pas avoir ça comme taux de conversion. Non, Ça, notre, ça, c'est certain. Notre voisin, il fait des formations dans le trading. Ouais. Et il nous disait, par exemple, qu'il a à peu près 500 inscrits à son webinaire et il a à peu près 120 présents. Tu vois. Ouais, ça me semble plus cohérent, ouais, en général. Ouais, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, sur les 1000 leads qu'on a contactés, on a environ 30% de taux de réponse. Donc, c'est à peu près dans ces chiffres-là. Mais donc, du coup, comme là, c'est que de l'organique et en plus, on n'a pas du tout scaler le truc, hein, c'est très manuel. Donc c'est pour ça qu'on a plus de 50% de show, donc ça, c'est cool. Et après, on va voir le nombre de réservations de calls. Donc là, cet après-midi, on a juste 7 calls réservés. On va arriver à... Qualifié Bah, Vous savez pas. On sait pas. Sur le premier webinaire, c'est ce qu'on avait fait. On a eu 7 calls réservés, les 7 ils étaient qualifiés. Ok. Et on en a closé 4 sur le premier webinaire. C'est Calendly, tu m'as dit? Calendly, ouais. Sur Calendly, vous avez pas mis de question de qualification sur le... Non. Non? Après, ceux qui viennent au Webi, C'est des experts c'est des comptables. experts comptables. Et ceux qui réservent un call, ça va vraiment... Après, pour l'instant, avec le volume que vous m'avez énoncé, effectivement, c'est pas forcément nécessaire de mettre des questions de qualification dès le départ sur le Calendly. Vous pouvez prendre les gens en appel et surtout, ça permet d'avoir un profil qui se C'est dégage ça, ouais. de l'organique. Comme ça, après, vous pourrez comparer surtout entre l'organique et les ads, Ouais. où là, Oui, il va alors, pleuvoir du touriste. Quoi. ouais, on imagine, ouais. Vous savez qu'on a quand même hâte de pouvoir après faire des ads pour voir un peu la différence et surtout continuer à scaler le truc, quoi. Et sur l'organique, du coup, vous communiquez comment Sur pour, LinkedIn. que sur LinkedIn en disant là, tel jour, on va avoir tel Webi. Alors après, donc, tous les jours, je fais des posts LinkedIn sur, du coup, les experts comptables, donc, pour leur expliquer comment créer une machine à lead, tout ça. Comment trouver, comment se nicher, etc. Comment créer une offre irrésistible. Ou on fait toujours musique, quoi. Et après, la dernière semaine où on fait le webinaire, là, on fait un post par jour aussi, mais là, dédié à la conversion webinaire, pour que les gens s'inscrivent. Okay. Et donc, donc, les 3 semaines, on fait du contenu, mofu, bofu, tofu. Et la dernière semaine, c'est que de la conversion pour envoyer les gens sur le webinaire. Donc là, c'est ce qu'on a fait sur le mois d'août. Et donc, ça a bien marché. On va refaire pareil, du coup, là, sur le mois de septembre, pour refaire un webinaire début octobre. Puis on va faire un webinaire par mois. Ok. Et après, peut-être un jour, on le fera en evergreen, mais pour l'instant, on n'est pas du tout calé. Donc, Pour l'instant, on le fait en je live. c'est pas pertinent de faire de l'Evergreen pour vous. Mais du coup, qu'on a fait appel à Christophe et Catherine, qui étaient du coup les data analysts, qui ont mis en place le système de tracking. Ouais. Ils nous ont mis ça en place. On était, wow, trop bien. Tu vois, ça, c'était vraiment le avant-après, quoi. Sans ça, on aurait, tu vois, premier webinaire, on a lancé les posts LinkedIn conversion pour inviter les gens à s'inscrire sur le webinaire 2 semaines avant. On s'est dit, il faut quand même 2 semaines, tout ça. Et on s'est rendu compte que il y avait, je crois, genre 30% des gens qui sont inscrits la première semaine, qui sont présentés, et 80% la semaine du webinaire. Donc là, la deuxième fois qu'on a fait le webinaire, on s'est dit, ok, ça sert à rien de le faire 2 semaines en avance, on le fait que la semaine du webinaire. Et là, on voit que les taux de conversion sont meilleurs. C'est qu'on voit, en fait, avec la data, on arrive à prendre beaucoup plus de décisions, parce qu'on a des chiffres concrets, quoi, concrètement, quoi. Ouais, c'est pas que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. C'est pas là où on doit mouiller à se dire, voilà, c'est vraiment concret, quoi. Donc c'est pour ça que c'est sûr que là c'est bien pour ton système, parce que voilà, c'est l'IA qui décide, donc les chiffres ils mentent pas, quoi, tu vois. Donc pour prendre des décisions derrière, c'est beaucoup plus simple. Ouais, bien sûr. Pour moi, de toute façon, toutes les décisions de dirigeants, elles doivent être prises par de la data chiffrée et pas juste par l'intuition de dire ça, je pense que ça va le faire. À un moment donné, c'est ça. Faut avoir une bonne intuition, quoi. Exactement. Ça peut marcher 1 ou 2 fois, mais sur le long terme, surtout sur les grosses décisions stratégiques de développement, tu peux pas te permettre de faire ça sans chiffres. Donc c'est vachement bien le fait d'avoir cette visibilité là sur vos stats. Et je pense que ça vous permet de venir axer la communication, comme tu l'as dit, directement sur la semaine du Webi plutôt que 2 semaines à l'avance. Et je pense même que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire des rappels
plus fréquent ou leur d'envoyer des emails. Je sais pas si vous envoyez déjà des emails. Donc, pour pouvoir les chauffer encore plus. Mais ça, par contre, on fait pas t'as raison, sans nous l'a conseillé de faire pas des lignes magnètes, mais en tout cas, oui, un contenu qui a beaucoup de valeur et de l'envoyer avant le webinaire pour que les gens puissent le lire, regarder la vidéo, des choses comme ça, pour que le moment du webinaire, ce que tu as dit tout à l'heure, je trouve que c'était hyper pertinent parce qu'on nous l'avait déjà dit. Du nurturing, du coup. Nurturing, ça s'appelle ? Nurturing, ouais. Et donc, il faut qu'on fasse du nurturing. Et ça, on l'a pas encore mis en place. Ouais, t'as vu, on apprend des mots. Mais ça, c'est vraiment, c'est un levier qui est ultra puissant. Parce que, justement, le prospect, il arrive dans un mindset qui est totalement différent en appel. Il n'arrive pas, en général, ce qui se passe, surtout quand on fait des ads, donc vous aurez l'occasion de le voir, ce qui se passe, c'est que le prospect réserve l'appel et dans sa tête, il est en mode, je m'en fous. J'ai réservé, on verra, j'arrive un peu méfiant, je vais voir ce qu'ils ont à me vendre. Et c'est pour ça que sur le setting, déjà, ça permet d'avoir un premier, que ce soit IA ou non, ça permet d'avoir un premier contact qui se veut humain, en tout cas. Fends ton offre, t'inquiète, tu peux le vendre. Non, mais t'as un premier contact et tu peux échanger avec une personne. Donc là, déjà, tu te sens un peu plus en confiance. Alors si, en plus, tu viens lui donner de la valeur où il se dit, ça, normalement, j'aurais dû payer pour l'avoir. J'aurais dû payer 500 balles pour avoir ce truc-là qu'ils m'ont envoyé gratuitement. Là, en fait, tu switches. Tu passes d'un mec qui est hésitant, qui se dit je vais y aller, on va voir. Et déjà, quand le mec il est à peu près hésitant, la plupart du temps, en fait, il va no show, donc il va pas aller à l'appel. Là, il est plus j'ai envie d'y aller parce que je veux voir ce qu'ils vont me proposer. Et donc là, tu nous conseilles de le mettre du coup là pour les personnes qui ont réservé un appel, après le webinaire du coup. Ou avant le webinaire. Moi, j'aurais fait avant. Moi, je verrais les deux. Moi, je verrais les deux pour faire du nurturing, pour venir chauffer votre audience une fois que vous avez des gens qui sont inscrits. Continuer à communiquer sur LinkedIn avec des rappels. En général, J-7, J-5, J-3 et le jour J, je fais un truc comme ça. Et après, du coup, post-Webi, pour ceux qui ont no-show, de leur dire voici le lien du Webi, désolé que t'aies pas pu être là, machin, et d'essayer d'engager une conversation de cette manière-là pour les réengager et essayer de les closer sur un appel. Ouais, non, je pense que là, on a couvert tous les cas de figure. Mais vraiment, en fait, moi, je suis partisan de tu peux communiquer autant que tu veux, même surcommuniquer avec tes leads, du moment que ce que t'envoies, c'est pas de la merde. Ça, pour moi, c'est le point essentiel. Donc, si ce que tu proposes sur LinkedIn, c'est intéressant, ça va intéresser les gens. Les gens, en fait, ils ont une attention qui est éclatée. Nous, de toute façon, pour te donner un indicateur qu'on suivait sur les performances des ads, moi, j'avais mis un indicateur spécial qui était le hook rate. Donc, c'est à quel point, en fait, les personnes restent après le hook. Donc, c'est les 3 premières secondes de vidéo. Et nous, en fait, on pouvait optimiser les créatives, donc les visuels qu'on propose en publicité à partir de ce hook rate, donc l'accroche. 3 secondes. En général, sur Internet, tu vas avoir entre 3 et 6 secondes d'attention maximum. Donc, vaut mieux répéter la même chose en boucle que de pas assez le répéter, où tu te dis j'ai posté une fois, c'est bon, tranquille, les gens vont voir mon post à un moment donné. Mais non. Non, ça c'est sûr. Ça, on le voit sur LinkedIn, hein. C'est uniquement depuis qu'on poste tous les jours que ça fonctionne et qu'on le fait depuis plus de 6 mois. Avant, moi je postais une fois par semaine et oui, ça marche pas. Mais bon, ça on pourra travailler ensemble sur les emails et tout ça sur. Mais ça c'est ultra pertinent. Ça c'est un truc dont il faudra qu'on discute. Mais ça, je voulais peut-être rebondir là-dessus où j'ai l'exemple d'une copywriteuse LinkedIn qui s'appelle Léa, je sais plus son nom de famille, mais elle est assez connue sur LinkedIn. Et moi, en fait, de base, je m'en fous du copywriting. C'est un truc, je le maîtrise vite fait, mais c'est pas ma spécialité et je cherche pas à me spécialiser là-dessus. Et pourtant, j'ai failli acheter son programme de formation parce qu'en fait, elle a tellement bien communiqué, elle a tellement surcommuniqué que je me disais, voilà, si je dois me former, je vais prendre sa formation. Surtout qu'en plus, là, elle a fait du FOMO, donc c'est en mode, pendant quelques jours encore, comme c'est le début de formation, on a un tarif réduit, donc après, ça va monter. Et ça a monté de pas mal. Et ça, en fait, elle en a parlé pendant je sais pas combien de semaines sur LinkedIn,
Elle a fait un live sur LinkedIn pour expliquer le détail de sa formation et de pouvoir proposer de la valeur aussi où justement elle expliquait, je crois qu'elle prenait des posts des utilisateurs LinkedIn qui venaient sur son live et elle les analysait en direct. Donc c'est un truc qui a énormément de valeur pour le mec qui veut se former et dire en plus elle sait de quoi elle parle, elle est en train de corriger mon post. Et en plus tu crées cette connexion là émotionnelle où tu te dis j'ai été choisi. Tu vois, donc ça c'est vachement intéressant aussi en termes de levier. Et donc en fait cet audit live il a super bien marché et ça lui permettait d'avoir également plus de leads qu'elle allait shooter sur sa base mail. Et sur sa base mail, avant la sortie de son programme, j'ai reçu je sais pas combien de mails, mais qui étaient tous bien écrits. Donc en fait, je les lisais, je me disais ok c'est intéressant, mais je vais pas acheter. Et en fait, j'en recevais un autre, et un autre, et un autre. Au bout du 10e, je dis bon. Et en fait, c'est le newsletter en fait. Et donc je recevais plein de mails, et le jour de sa formation, en fait, elle a eu pas mal de ventes directement, alors que tout ce qu'elle a fait, c'est écrire. C'est qu'il y a une vraie puissance derrière ça. Et même post-lancement, c'est ce que je vous disais, elle a continué à envoyer des mails en disant peut-être que t'as pas vu tel truc, donc je te propose de réaccéder là pendant encore 48 heures, t'as le lien machin. Et le jour J, il te reste plus que 24 heures. Là, il te reste plus que 3 heures, et après, on est pris. Et même post promo, et quand le truc était terminé, tu reçois encore des mails de temps en temps qui te dit elle fait sa newsletter habituelle et elle te met un lien vers son programme d'accompagnement. Et ça, en fait, juste par du message répété qui démontre que tu es l'expert de tel ou tel domaine, ça fait que quand les gens seront sur le marché pour chercher ta solution, enfin pour chercher une solution similaire à la tienne, ils diront ok, c'est vers toi que je pars. Si je veux me former sur le copywriting, boum. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que en fait, j'ai qu'elle en tête qui m'a tellement bombardé de messages effectifs que j'ai trouvé ça pertinent d'en parler. Tu penses aller à toi. Exactement, ouais. Donc moi, je pense qu'il faut que vous soyez les Léa de l'expertise comptable. De l'expertise comptable. Après, sur les emails, on est vraiment mauvais. On a vraiment aucune stratégie sur les emails. Ouais. Mais bon, on a trouvé un bon gars. La problématique, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on l'invite dans le podcast, après on veut travailler avec lui et ça nous coûte une blinde. Donc bon, faut qu'on fasse. Il faut que je fasse quoi? Alors, il faut que je vous fasse un tarif non, pas préférentiel? Non, pas du tout. Tu pourras nous faire un... On fera ta compta au pire, t'inquiète. Faire comme ça, ouais. Bon, c'était bien cool comme épisode. Grave kiffé. Franchement, t'avais une super énergie. C'était hyper intéressant. T'en doutais? J'en doutais pas du tout. Non, je doutais de moi parce qu'on a tourné juste avant encore un autre épisode et à chaque fois c'est quand même assez énergivore quand même d'être devant la caméra, ça nous prend beaucoup d'énergie donc je pensais que ça allait être un peu plus éteint de notre côté et bon finalement ça va, t'as pris bien le relais. Donc non c'est bien. Et toi t'étais très très bien. Et dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Mettez des likes, abonnez-vous, on est une toute petite chaîne et on a besoin de nouveaux abonnés pour pouvoir nous donner de la motivation pour continuer à publier du contenu. On compte sur vous du coup voilà, pour rester engagé. On va mettre en commentaire les réseaux du coup de Louis-Édouard si vous souhaitez le suivre sur Instagram. Toi, c'est surtout sur Instagram, sur LinkedIn? C'est plutôt sur LinkedIn, mais j'ai un profil Instagram aussi, ça me fera des followers. Genre de pouvoir flexer un petit peu plus. Attention, la prochaine fois, tu pourras repasser, on pourra parler de la flex structure. C'est un sujet sur lequel qui me hype beaucoup en ce moment. Avec grand plaisir. Donc si vous voulez lui permettre de flex, vous pouvez le follow sur Insta, et sinon vous pouvez côté sérieux aller sur LinkedIn pour voir ce qu'il fait. Ok, on est bon là-dessus? Allez, merci encore, à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. À plus. Ciao. Nickel. Trop bien. Ça va, j'ai fait le taf. Franchement, t'as fait grave le taf. C'était hyper intéressant. Ça, c'était pas appuyé? Mais non. T'avais pas appuyé? Vous n'avez pas enregistré le son. Bon, après, il y a le son